retrouve Franklin Pichard à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance, pour évoquer la situation de marché. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour Grégoire. Bon, on attaque le 6e mois de cette année 2022, après 5 mois de baisse quasi continue, des marchés actions, mais pas que, les marchés obligataires aussi ont été énormément corrigés depuis le début de l'année. Est-ce que ça peut être encore pire ? C'est ça la question, Franklin. Après 5 mois de purge continue. Oui, alors pire. Bon, finalement, le bilan du mois de mai n'est pas catastrophique. Non. Sur un mois, on perd 1% sur le CAC. La fin du mois de mai a permis de rattraper un petit peu et de corriger la descente. Ce qui s'annonçait comme un nouveau mois de baisse. Voilà. Donc voilà, globalement, ça reste une situation compliquée. Alors, est-ce qu'on peut voir quelque chose de pire ? Écoutez, vous évoquiez avec Nadia à l'instant ce problème d'inflation et de consommation. En France, en Europe, en général, et pour prendre la France en particulier, on voit qu'avec 5,1% d'inflation sur le mois de mai, on a immédiatement la consommation qui se prend les pieds dans le tapis. Vous regardez aux États-Unis, où on a là, pour le coup, plus de 8% d'inflation, et vous avez la consommation qui tient, qui continue de très très bien tenir. Donc, deux zones, deux comportements totalement différents qui sont un peu plus confortable aux États-Unis, même si du coup, souvenez-vous, il y a 15 jours, on parlait du mur des craintes auquel on était confronté. Parmi ceux-là, il y avait la Fed. Et la Fed, c'était, on surveille étroitement ce qui se passe, et si ça surchauffe, on sera obligé de maintenir une politique très, très dure. C'est-à-dire que si ça va trop bien, ça reste négatif pour les marchés, dans le sens où ça oblige la Fed à remonter, à continuer d'être toujours plus remonter de façon précipitée, régulière, 0,75, etc. Et puis on avait eu Powell qui avait calmé le jeu, et on a eu hier le livre beige, le beige book là, de la Fed, où quand même, malgré tout, il disait que si c'était possible, on continuerait de calmer le jeu. Mais avec cette consommation aux États-Unis, il y a peu de chances qu'ils calment le jeu. Ils ne pourront pas faire autrement. Même les SM manufacturiers hier repartaient à la hausse. Surprise à la hausse sur les SM manufacturiers. Je pense que Christine Lagarde est dans une position beaucoup plus compliquée. Parce que nous, on est dans une inflation à 5,1. On nous parle, et c'est vous qui me parliez du chiffre de Goldman ce matin, on parle d'une inflation à 7,9 au mois de décembre. Goldman Sachs voit pour la zone euro une inflation qui restera à peine inférieure à 8% sur un an en fin d'année en zone euro. Voilà. Et ça semble pas se calmer pour le moment. Donc, visiblement, on va être dans un phénomène où on passerait et on resterait sur une zone de 8% sur l'inflation. Donc, quid derrière de l'économie, des entreprises, des marges et tout ce qui s'ensuit. Dans ce mur des craintes, on avait la Fed qu'on vient d'évoquer. On avait la Chine qui, quand on en parlait, il y a encore 15 jours, était encore confinée ou commençait tout juste à lever. Finalement, on a eu ce déconfinement, on a eu les plans de relance, et puis, ça a peut-être contribué au léger rattrapage des marchés, mais ça n'a pas été le grand boom qu'on attendait. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va attendre l'OPEP+. Si effectivement les pays du Golfe, l'OPEP laisse sur le bord de la route les Russes et augmentent leur production, on va voir le pétrole baisser. Et ce sera un nouveau signal fort dans le bon sens. Si ça n'est pas le cas, souvenez-vous de la séance d'hier, jusqu'à 16h, les marchés étaient orientés à la hausse parce qu'on croyait que le sujet était sur la table. On a eu un communiqué nous disant à 16h que c'était absolument pas évoqué. Et du coup, les marchés ont reperdu tout ce qu'ils avaient gagné, et même pire, puisqu'on a fini en baisse sensible. Là-dessus, cet après-midi, avec le bilan de la conférence de l'OPEP, on verra un petit peu quelle est la position de l'Arabie Saoudite et des pays. On verra si, du coup, on peut s'attendre à une légère détente sur le prix des matières premières, du pétrole en particulier. Et si c'est le cas, ça peut être un nouvel élan pour les marchés. Si ça n'est pas le cas... C'est important pour l'Europe, le pétrole, parce que c'est vrai que la stratégie géopolitique va un peu en contradiction avec la stratégie économique. C'est-à-dire que maintenir la tension avec la Russie, mettre en place un embargo sur les produits pétroliers, ça risque de maintenir effectivement les cours du pétrole à des niveaux suffisamment élevés pour que l'inflation, au mois le mois,
continue de progresser en zone euro. C'est-à-dire que le pic s'éloigne chaque jour un peu plus devant nous. Et ça, effectivement, c'est ce qui explique en partie qu'on puisse se retrouver en fin d'année avec une inflation qui n'aura pas encore commencé vraiment à baisser en zone euro. Donc la bonne surprise, ça pourrait être qu'effectivement, ce serait important. L'OPEP dise, écoutez, on prend en compte l'environnement géopolitique et nous, on augmente la production. Du coup, on aura une baisse du pétrole et, comme vous le dites, une baisse de l'inflation. Donc ça va être intéressant. Donc ce mur des craintes qu'on avait, finalement, alors qu'on commence à dégrossir certains des points, on voit que ça n'a quasiment pas d'effet sur les marchés. Pas suffisant. Si on est début juin, on aura une fin de premier semestre dans quelques semaines, s'il ne se passe rien de vraiment marquant, un électrochoc sur les marchés, on va craindre les publications du S1 et ces publications qui démarreront vers le 15 juillet. Mais je pense que si c'est rien passé d'ici le 30 juin, beaucoup d'investisseurs vont commencer à se dire que le discours des entreprises lors des publications risque d'être plutôt sombre, voire réservé, ce qui n'a pas été le cas. On a assisté à ce changement de discours pendant la saison des publications entre les premières et les dernières. En toute fin de saison, on a eu les warnings de Walmart, Target, Snap, etc. Exactement, et on a vu les secteurs, c'était à qui le tour, et on a vu les secteurs qui faisaient des warnings. Mais si on n'a pas de réveil et d'électrochoc d'ici la fin du mois, je pense que beaucoup d'investisseurs vont craindre ce que vous évoquez. Peut-être une nouvelle jambe, de correction, parce qu'on n'y verra pas plus clair et parce que l'Ukraine continuera de peser, l'inflation surtout, qui est le mal numéro 1 qui a pris la pole position des soucis des investisseurs aujourd'hui, eh bien on sera obligé de reporter peut-être de 3 mois une solution sur un pic qui serait reporté, comme vous le disiez à l'instant. Donc on est dans une situation très inconfortable. Vous me disiez, si vous m'autorisez à le dire, que vous rencontrez peu d'investisseurs et de gérants qui ont des convictions aujourd'hui. Bien sûr. Ajoutez-moi à la liste. Il est impossible d'avoir des convictions aujourd'hui. J'en aurai une un peu plus après l'OPEP tout à l'heure. On en aura un peu plus avec Christine Lagarde et la BCE la semaine prochaine. Mais on s'attend à toute chose et son contraire du jour au lendemain. C'est très compliqué, et ça confirme l'idée qu'on continue d'avoir du cash dans les portefeuilles, qu'on remodélise un petit peu nos portefeuilles quand vraiment des titres ont bien baissé. On se dit c'est pas possible, on a le temps pour nous, donc on revient, mais on se dit, on va peut-être se prendre dans la semaine qui vient la porte de sa lune dans la figure. Et ce qui s'est passé, on a pu investir hier ou avant-hier, on repère ce qu'on déjà sur ces petites positions. Mais même si on n'est pas du tout inquiet à moyen ou à long terme. Mais c'est vrai qu'à très court terme, il y a une navigation à vue qui est absolument complexe et impossible. Oui, puis comme vous le disiez, les résultats du deuxième trimestre, et ça fait quelques trimestres qu'à chaque fois on se dit, est-ce que c'est le trimestre où on va commencer à voir l'inflation manger les marges des entreprises? Et jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Mais on sent bien quand même que ce deuxième trimestre sera peut-être un peu plus challenging, avec quand même des nouvelles qui ont continuer de faire baisser des cours de bourse. Il y a eu des vrais effets surprises sur Walmart, sur Target, Maison du Monde, si on veut prendre une entreprise française qui a averti, je crois, la semaine dernière. Là aussi, c'est une baisse du cours de bourse de 25%, alors que les marchés ont déjà baissé, alors que les marchés nagent dans le pessimisme depuis des mois. On voit bien que quand la partie fondamentale commence à être attaquée, tout n'est pas encore totalement pris en compte par les investisseurs. Ça marche aussi à l'envers, c'est-à-dire qu'une boîte comme Salesforce hier, alors le cours de bourse de Salesforce, c'est trop cher, Salesforce, ça se paye 50 fois, ça se paye encore plus de 30 fois. C'est vraiment typiquement le genre de valorisation que le marché ne supporte plus aujourd'hui. Donc Salesforce avait vu son cours de bourse dévisser de 40% depuis le début de l'année, mais publication avant-hier soir, je crois, c'est bon. Les prévisions sont relevées. Bon, le titre reprend quand même 10% hier à New York. Il y a quand même l'idée que les fondamentaux, à un moment, retrouvent un peu d'intérêt aux yeux des investisseurs. Oui, c'est vrai. Et pour poursuivre sur Salesforce,
pour replacer les choses dans le contexte, vous parliez de la baisse depuis le début de l'année, mais le plus haut de Salesforce c'était $320. Ah oui. On est tombé à 160. Le titre a été divisé par deux. Ouais. Donc divisé par deux, même s'il se paye encore un peu cher, chaque chose quand même, on peut se projeter un petit peu sur une boîte qui est quand même incroyable et que se mettre un petit ticket sur Salesforce qui a baissé de 50%, ou un peu moins maintenant puisqu'elle a légèrement rebondi sur ses plus bas, c'est pas un mauvais pari à moyen terme. Ouais. Et puis, par rapport à ce qu'on disait précédemment, je continue de croire qu'il faudra à un moment avoir un biais peut-être plutôt américain qu'européen, parce que le mur des craintes sera durable pour nous et beaucoup moins durable pour les États-Unis. Bon. Et puis, alors, il y a une entreprise là qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est Saint-Gobain. Et c'est vrai que la séquence en termes de flux de nouvelles est assez fournie pour Saint-Gobain. Il y a cette acquisition au Canada pour un peu moins d'1 milliard de dollars. Donc, c'est quand même une acquisition un peu visible sur le marché nord-américain. Il y a l'Assemblée générale aujourd'hui. Et puis, il y a des prévisions, alors là, pour le coup, qui sont très positives. Le premier semestre sera un semestre record en termes d'activité, de profitabilité pour un groupe comme Saint-Gobain. Là aussi, le marché est quand même prêt à payer un peu ce genre de bonnes nouvelles. Oui, il y avait une acquisition qui avait été faite il y a longtemps déjà aux États-Unis, et puis au Canada maintenant c'est un petit peu le pendant pour tout ce marché nord-américain, donc c'est une bonne chose pour Saint-Gobain. Vous savez que j'aime pas trop Saint-Gobain dans l'absolu, mais j'ai été très étonné effectivement, je vois qu'il y a plus de 13, 14 analyses qui sont très positives sur Saint-Gobain. Je vois des objectifs de cours entre 70 et 100 euros. Ah oui. Je vois Odo qui s'enflamme, JP Morgan qui est très challenging sur la valeur et qui salue non seulement les résultats, mais les virages qui sont opérés. N'oublions pas qu'on a un fonds activiste, Bluebell Capital, qui demande à corps et à cri le départ de Pierre-André de Chalandard, qui, par ailleurs, demande que le groupe fasse les mutations qu'il est en train de faire. On parle des acquisitions au Canada. Il a fait des sessions en Grande-Bretagne et en Autriche récemment. On voit il se passe des choses, quoi. Il se passe des choses, le groupe se réinvente. Et puis, effectivement, dans la rénovation, dans le neuf, l'activité qui vient d'être achetée au Canada, c'est 90% sur les maisons individuelles et l'immobilier individuel. Donc, c'est vraiment un créneau porteur qui s'ouvre, que complète et parachève Saint-Gobain. Oui, il faut peut-être que je change d'avis. Non, mais si, non, mais non, mais ça montre que moi j'aime bien la thématique acquisition, parce qu'on voit beaucoup de groupes industriels, enfin c'est pas des financiers qui viennent aujourd'hui faire des acquisitions, compléter leur portefeuille, prendre de l'avance, gagner des parts de marché, etc. Visiblement, de ce point de vue-là, il y a un côté un peu business as usual. On fait la liste des deals, mais il y en a eu beaucoup. Broadcom, VMware dans la tech, Saint-Gobain aujourd'hui. On a vu un gros deal dans la chimie cette semaine en Europe. De ce point de vue-là, les affaires continuent d'une certaine manière. Exactement, oui. Et c'est ce qu'on disait, on revient vraiment sur des fondamentaux, sur l'économie d'hier un petit peu. Après la bulle de 2001, on a l'économie, ancienne économie, c'est-à-dire l'économie réelle, était jetée à la poubelle et puis a retrouvé ses lettres de noblesse. Et puis là, effectivement, c'est un peu le retour de la tech où on est sur des sommets qu'on est en train de corriger. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des boîtes qui ont des vrais fondamentaux, des vrais projets industriels et qu'elles ne se payent pas très cher. On parle aussi d'une vraie dynamique sur les dividendes des sociétés avec aujourd'hui des boîtes très sérieuses qui font des résultats, qui ont des perspectives, qui sont au mauvais moment pour le moment, mais c'est l'occasion de pouvoir les récupérer avec des rendements de 4, 5, 7, 8, 10%, comme c'était le cas pour Crédit Agricole. Bien sûr, stratégie de rendement. Ça, effectivement, ça permet de dormir sereinement et de préserver quand même le capital en bourse. Merci beaucoup, Franklin. Franklin Pichard avec nous tous les 15 jours, le jeudi à 12h30 dans Smart Bourse, directeur général de Kipling Finance.